Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Les troupes russes ont donné l'assaut sur la dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol, l'usine Azovstal. Des centaines de civils se trouveraient toujours sur place. Le point dans ce journal. On vient de l'apprendre, Joachim Koens se retire de la présidence du parti flamand du CDNV, suite visiblement à des sondages particulièrement défavorables à son parti. Décryptage en direct avec Rachel Crivellaro. Le géant de l'automobile D'Ieteren se lance, lui, dans la vente de vélos. Faut-il y voir un changement durable en matière de mobilité ? Eh bien, c'est ce que nous verrons. La fin des mots de passe sur Internet. Les géants de la Silicon Valley veulent trouver des solutions de sécurité plus sûres. Il faudra donc peut-être changer nos habitudes. Les explications dans un instant. Enfin, c'est une méthode non conventionnelle venue du Japon. Le Reiki permettrait de soulager certains patients atteints notamment du cancer. Nous irons à l'hôpital de Tournai où il est pratiqué. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est l'un des symboles de la résistance ukrainienne face aux Russes. L'usine d'Azovstal à Mariupol est assiégée par les troupes de Vladimir Poutine. C'est la dernière poche de résistance dans la région. Les combats y font rage. Or, des civils se trouvent toujours sur place et ils ont bien du mal à être évacués. Olivier Boulang. Le sourire d'une petite fille, tout juste évacuée d'Azovstal. Elle est à bord de ce bus avec d'autres civils qui se terraient encore dans la Syrie. Ils sont accueillis par le personnel de la Croix-Rouge dans un village à 30 km de Mariupol. Hier, il restait encore 200 personnes sur place. Toute la journée, des informations contradictoires ont été transmises. Les soldats ukrainiens du régiment Azov ont accusé les Russes d'avoir tiré sur un véhicule. Une voiture a été visée par les Russes avec un missile guidé anti-char. Cette voiture se dirigeait vers des civils pour les évacuer de l'usine. Un combattant a été tué et 6 blessés. L'armée russe a démenti cette information. Elle a déclaré vouloir respecter un cessez-le-feu de 3 jours, une promesse non tenue selon le président ukrainien. Les bombardements et les assauts des Russes continuent sur Azovstal, alors qu'il y a encore des civils qui doivent être évacués. Il y a des enfants là-bas. Ils sont depuis plus de 2 mois sous le feu des bombes constants, avec la peur de mourir. À quelques encablures de là, le centre-ville de Mariupol est nettoyé et préparé pour fêter le 9 mai, le jour de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Au milieu des ruines, le drapeau russe est hissé. Des habitants s'occupent de balayer les rues. Ils repeignent certains monuments. Dans le Donbass, les combats continuent. Les Russes encerclent maintenant la ville de Severodonetsk, une des dernières enclaves ukrainiennes de la région. La ville est maintenant prise en étau par les Russes et par les militaires de la République de Lugansk. Ils essayent de rentrer dans la ville depuis plusieurs endroits. Le rythme d'évacuation est bas. Seulement 10 personnes par jour acceptent de partir. Il reste encore 15 000 personnes dans la ville. Avant la guerre, Severodonetsk comptait 100 000 habitants. Cette actualité ukrainienne est commentée dans toutes les chancelleries aux 4 coins du globe. Et il faudra désormais s'habituer à un nouveau visage, celui de Karine Jean-Pierre. C'est la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche. Sa nomination a une dimension presque historique aux États-Unis, puisqu'elle est la première femme afro-américaine et ouvertement homosexuelle à occuper ce poste. Sacha Vinagre, Pascal Bustamante. Conférence de presse quotidienne à la Maison-Blanche. Mais cette fois-ci, la porte-parole, Jen Psaki, a une annonce un peu particulière à faire. Take the opportunity to celebrate and congratulate my friend, my colleague, my partner in truth, Karine Jean-Pierre, the next White House press secretary. Et cette nomination, au-delà de la satisfaction qu'elle procure à l'actuelle porte-parole, est aussi une première qu'elle a souhaité souligner. As you all know, she will be the first Black woman, the first out LGBTQ+ person to serve in this role, which is amazing because representation matters, and she is going to she will give a voice to so many and allow and show so many what is truly possible when you work hard and dream big. Karine Jean-Pierre était déjà porte-parole adjointe. Elle a de l'expérience en politique. Elle a fait partie des équipes de campagne de Joe Biden, mais aussi de Barack Obama. Wow, I'm still processing it because, as Jen said,
at the top, this is a historic moment, and it's not lost on me. I understand how important it is for so many people out there, so many different communities that I stand on their shoulders, and I have been throughout my career. Karine Jean-Pierre partage sa vie avec une journaliste de CNN avec qui elle a une fille. Quant à elle, elle est née en Martinique de parents haïtiens. Son père était chauffeur de taxi, sa mère aide-soignante. À sa manière, elle incarne le rêve américain. En France, l'information est tombée la nuit dernière. Elle était très attendue devant une forêt de micros. Vous le voyez, les représentants du Parti socialiste français ont validé l'accord passé avec la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, et ce en vue des élections législatives du mois de juin. Tout cela sous la bannière d'un nouveau mouvement appelé la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et tout ça vaut bien une explication avec vous, Quentin Warlop. Bonsoir. Bonsoir. Le paysage politique français est vraiment redessiné ce soir. Oui, Laurent, en fait, on a désormais officiellement 3 blocs. Le bloc centre-droit du président Macron, le bloc d'extrême droite avec Marine Le Pen, et puis désormais le bloc de gauche, donc avec cette nouvelle alliance avec Jean-Luc Mélenchon, une alliance avec donc les Insoumis qui ont réussi à faire rentrer les Verts, les communistes et désormais donc les socialistes. La France insoumise, rappelez-vous, lors des élections, c'est 22%, les Verts moins de 5% et les socialistes à peine 1,74%, rien du tout. Ils se sont donc accordés tous ensemble pour mener bataille lors des fameuses élections qui approchent du mois de juin, les législatives, un événement historique. A priori, la photo de famille, la conférence de presse, c'est pour demain du côté de Paris, nous dit-on. Et l'ambition est claire, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il veut être Premier ministre, le Premier ministre d'Emmanuel Macron, c'est possible ça ? Alors c'est possible, mais autant être clair tout de suite, ça va être très compliqué. Parce qu'en France, à l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. Et donc pour être majoritaire, il en faut 289. Or, pour qu'il soit nommé Premier ministre, il faut que son groupe soit majoritaire. Donc il ait les 289 députés. Si on regarde l'ensemble des forces actuelles, il y a 60 députés seulement sur 289. La marge est assez importante, ce sera donc très compliqué. En fait, il faudrait qu'il y ait un vrai tsunami, une vraie surprise lors de ces fameuses élections du 12 et du 19 juin prochain. Alors, un dernier élément, on comprend bien les ambitions de Jean-Luc Mélenchon, mais quel est l'intérêt, par exemple, des Verts et des socialistes ? Quel est leur intérêt dans cet accord ? C'est un accord de raison, et c'est surtout une question de survie pour ces partis, les Verts et les socialistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le financement des partis dépend de ces fameuses élections législatives. Pour faire simple, chaque parti reçoit en fait 1,64 € par voix par an pendant les 5 années à venir. Mais c'est pas tout, il y a un package, il y a aussi à peu près 37 000 € par élu par an qui sont versés pendant toute la durée du quinquennat pour les députés et sénateurs, d'où l'intérêt pour ces formations de présenter un maximum d'élus potentiels pour avoir un maximum d'élus, pour avoir donc un maximum d'argent pour faire fonctionner l'appareil, pour faire fonctionner le parti. Et on le comprend d'autant plus que la catastrophe pour les Verts et le Parti socialiste des élections présidentielles, le fait qu'ils aient eu moins de 5%, ils n'ont pas été remboursés de leurs frais de campagne, parfois des millions d'euros. Il faut donc des sous, parce que si on n'a pas d'élus, on n'a pas d'argent et donc on ne peut pas faire fonctionner le parti. Le meilleur exemple, c'est en 2017 avec le Parti socialiste, Laurent. Ils ont perdu quasiment 250 députés, 6 millions de voix, c'est autant d'argent, c'est quasiment 19 millions d'euros par an d'argent en moins pour le Parti socialiste. On le voit perdre des élus pour les Verts. Pour le PS aussi, c'est signer l'arrêt de mort du parti et c'est sans doute l'une des raisons, si pas la raison pour laquelle ils ont signé cet accord, notamment cette nuit avec les Insoumis. Pour survivre, tout simplement. Merci beaucoup, Quentin. À suivre dans ce journal, une bière ukrainienne brassée chez nous, en Belgique. Reportage dans un instant. Le retour progressif de la saison des festivals. Avec quel succès ? Après 2 ans de pandémie, c'est ce que nous verrons. Enfin, coup de projecteur sur les bars éphémères. Ils sont souvent implantés dans des endroits originaux. Rendez-vous en fin d'édition. Mais tout d'abord, rappelez-vous, c'était une promesse de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Elle voulait, en début de législature, planter 4000 km de haies. Où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, les inondations de juillet dernier ont peut-être fait évoluer les mentalités sur la question. Étienne Letellier, Cédric Amier, Laurent Rare. Sur cette berge de la Vesdre à Traux, une centaine de jeunes arbres viennent d'être plantés. D'ici peu, ils formeront un nouvel écrin de verdure. Une opération répétée à d'autres endroits. Avec l'aide des bénévoles, le Contrat de rivière a planté 1750 plants sur environ 2,5 km de rivière, depuis Chaudfontaine jusqu'au Pen. Car suite aux terribles inondations de l'été dernier, des dizaines de kilomètres de berges ont été détruites.
De nouvelles roches ont donc été posées, de nouvelles plantations aussi, pour avant tout consolider les bords de la Vesdre. Tous les endroits où il y a des plantations sur les berges, quand l'eau passe, la terre est retenue par les racines, donc l'eau n'emporte pas la terre en cas de montée d'eau en fait. Protéger les berges, mais aussi aider la nature et la biodiversité. Comme ces 200 pommiers plantés dans cette exploitation forestière et agricole à Gèves en province de Namur. Près de 300 hectares de nature à perte de vue. Cela fait des années que son propriétaire se bat pour améliorer la biodiversité. En 2010, on a déjà planté 1,2 km de haies sauvages. On est sur le point de replanter, on aurait voulu les replanter cette année d'ailleurs, entre autres ici, un autre kilomètre, un peu plus d'1,2 km, 1,5 km de haies. Une réussite pour que la nature reprenne sa place. Alors, c'est ici, dans un des champs de cette exploitation, que la ministre wallonne de l'Environnement dresse le bilan. 1 an après le lancement de l'opération Yes We Plant, oui, nous plantons. On a atteint l'objectif et ça c'est vraiment magnifique puisque aujourd'hui on a dépassé le 1 million d'arbres plantés, plus précisément plus d'1 300 000 arbres plantés aujourd'hui, 1 an après le lancement de notre grand programme de plantation Yes We Plant, donc je suis vraiment ravie. 1400 km de haies ont également été plantés depuis 1 an sur l'ensemble du territoire wallon. Un chiffre, lui aussi, en constante progression. C'est une annonce commune des géants du web, Microsoft, Apple et Google ont annoncé hier qu'ils voulaient mettre fin aux mots de passe sur Internet d'ici 1 an. Et pour cause, trop d'utilisateurs, c'est peut-être votre cas, utilisent des mots de passe simplistes, ce qui peut susciter des failles de sécurité. Les explications sont signées Simon Gérard et Mélanie Jaurès. AZERTY 123, un mot de passe faible, utilisé pour Facebook, Cmail et différents sites en ligne, la pratique reste très courante. C'est toujours le même, je ne change pas. C'est pas très prudent ça? Non, je sais bien, mais bon, tant pis. Un seul. Pour tout ce qui est Gmail, Hotmail, même le mot de passe sur diverses applications, ça reste toujours le même. Pour les cybercriminels, ces mots de passe faibles sont un jeu d'enfant. Un mot de passe de 4 caractères, il faut à peu près 1 seconde pour le craquer. Voilà. Un mot de passe fort de 10 caractères, il faut à peu près 1 semaine. Alors pour éviter cela, Microsoft, Apple et Google ont annoncé la création d'un système d'authentification unique d'ici 1 an. Pour accéder à son compte, il faudra passer par une empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou encore un code reçu par SMS. Le principe existe actuellement en complément du mot de passe, c'est l'authentification multifacteur. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, cette authentification multifacteur, que ce soit avec une clé ou un SMS ou ce genre de choses-là, en fait, ça rajoute un genre de porte supplémentaire. Parce que si on n'utilise que le mot de passe, une fois qu'on a le mot de passe, voilà, on a accès à tous les comptes. Par contre, avec l'authentification multifacteur, si on continue à utiliser une authentification multifacteur avec mot de passe, mais que le mot de passe se retrouve sur le net ou a été volé ou ce genre de choses-là, il y a une deuxième porte en fait qui empêche le cybercriminel de rentrer sur le compte de l'utilisateur. La technique proposée par les géants rendra les piratages beaucoup plus difficiles. Elle sera peut-être aussi un frein pour les publics moins avertis. Et voilà qui referme ce journal. Et justement, pour connaître la météo de ce week-end, c'est Stéphane Piedboeuf qui vous la présentera juste après ce journal. Ce sera suivi de l'émission C'est du Belge. Pour ma part, je vous retrouve demain à 13h. Excellente soirée sur la Une.